Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le Canon EOS R3. Là, on va faire le menu personnalisation en photo et en vidéo. Oui, j'ai passé directement tout ce qui était menu, de playback, donc de visualisation, menu de connexion, menu de réglage, parce que le réglage, je le ferai après. Et connexion, je le fais pas toujours, donc si vous êtes intéressé, je le ferai. Et playback ou visionnage, ce sera fait un petit peu plus tard. Donc voilà, ça sert souvent à retoucher les photos et à peut-être régler certaines choses spécifiquement dans le menu. Et donc on va passer à la personnalisation, donc du coup qui ne contient pas tout, mais beaucoup de choses de réglage personnalisé que vous pouvez faire. Donc les paliers de réglage d'exposition, donc c'est en incrément de 1/3. Vous pouvez choisir en valeur en demi. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais avant c'était plus pour, marquer la différence professionnelle non professionnelle. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est juste un marqueur qui définit, vous savez, vous êtes sur un appareil photo non professionnel et c'est pas bien, ou c'est juste parce que comme il y a moins de valeur, c'est plus facile à régler. Du coup aussi, vous avez moins de réglages différents sur un appareil photo non professionnel. Et donc, si c'est réglable, peut-être que si vous passez, vous avez toujours eu l'habitude d'utiliser les incréments en demi et vous aimez ça au final. Donc, il y a la même chose en ISO. Hop, pardon. Et là, on a sensibilité depuis mesure ISO auto. Donc, alors, ça, c'est assez marrant. Parce que, en gros, en auto, si vous laissez ISO auto, et ben à chaque fois, c'est ISO automatique. Si vous mettez, par exemple, ici, auto non, avec la petite truc barrée, c'est assez bizarre comment c'est marqué, et ben ça veut dire que lorsque vous avez votre prise de vue qui est faite, et ben ça revient en non auto. Voilà, il faut le remettre en auto à chaque fois. Annulation de bracketing automatique on. Donc là, c'est un peu la même chose, hein, et si vous ne savez pas, vous avez toujours le menu Aide qui vous aidera. Voilà. Oui, efface les réglages AEB et le bracketing de balance des blancs une fois que l'appareil photo est éteint. Voilà, donc en fait, à chaque fois que vous le rallumez, vous avez vos réglages normaux qui interviennent. Et là, sinon, c'est toujours d'actualité, au final. Voilà. Nombre de séquences. Donc voilà, moi je le change toujours parce que déjà je fais pas beaucoup de bracketing, mais si j'ai je me souviens plus que je suis en bracketing, d'abord au moins voir l'image sous-exposée en premier me permet d'avoir une idée, me dire j'ai un petit problème, c'est peut-être que j'ai laissé le bracketing, voilà tout simplement. Nombre de vues bracketées, donc vous en avez de 3 à 7, de 3, 2 à 7. Donc de 2 à 7 au final. Donc décalage de sécurité. Donc si je mets info, tac tac, pour empêcher la sous et la surex. Voilà. Donc en fait, si vous activez un des paramètres, en fait, à partir du moment où vous allez être surexposé ou sous-exposé, vous pouvez choisir une ou deux valeurs, puisque là il y a la vitesse et l'ouverture, qui seront changées pour éviter la surexposition. Vous pouvez prendre les ISO ou ça. Et puis voilà. Et après de l'autre côté, lorsqu'on arrive au prochain, hop, exposition idée pour nouvelle ouverture. Donc voilà. Ce qui arrive ici, c'est que en manuel, donc c'est situationnel pour moi. Donc le menu d'avant aussi. Non, ça peut servir plus facilement celui d'avant. Mais celui-là, c'est situationnel. C'est lorsque vous êtes en manuel, par exemple, vous êtes bien exposé et vous dites, je veux changer un paramètre, mais je veux pas que ça soit sous-exposé ou voilà, je veux que ça soit, ça compensé. Et bien, c'est ce que ça fait ici. Si je mets un faux, par exemple, en prise de vue avec exposition manuelle, la sensibilité d'ISO et la vitesse d'obturation sont automatiquement réglées pour maintenir le niveau d'exposition manuel. Voilà, donc ce que j'ai dit. Si l'ouverture est modifiée en changeant l'objectif, en ajoutant un multiplicateur ou en zoomant. Donc voilà, c'est aussi, si vous êtes en manuel et que vous changez d'objet, après, si vous ne savez pas changer vos réglages, c'est un peu bizarre, mais c'est peut-être intéressant, hein. Notez que si la sensibilité ISO atteint la valeur élargie réglée dans l'appareil peut ajuster la vitesse d'obturation pour maintenir l'exposition. Voilà, il change ce qu'il faut pour que ça marche. Lorsque la sensibilité ISO atteint la valeur l'appareil peut ajuster la vitesse d'obturation. Mais c'est ce que je viens de dire, non? Ah oui, d'accord, il a mis 2 fois.
Ah oui, minimax. Ouais, bon, c'est la même chose. Donc voilà, ça, suivant le paramètre que vous avez choisi en premier, ben ça ajuste. Voilà, donc vous pouvez mettre ISO TV, TV, ISO. Voilà. Tac, tac. Des fois, c'est un... genre MD. Qu'est-ce que MD? Mémo, expo, après, mise au point. Ok, d'accord. De toute façon, moi je le fais pas. Ça met toujours, enfin, ça expose toujours comment dire ça, en continu, même quand j'appuie sur le déclencheur. Après map. Bon, on peut regarder ce que c'est. Voilà. Info, sélectionne chaque mode de mesure verrouillant l'exposition. Ah oui, d'accord. Donc c'est. Attends, sélection chaque mode de verrou. De chaque mode de mesure verrouillant l'exposition. Parce que le déclencheur est enfoncé à mi-course pour faire mise au point et ajouter. Ok, d'accord. Donc vous pouvez choisir soit un, soit tout, soit les autres. Limiter les modes de prise de vue. Oui, donc voilà. Pourquoi il l'a mis en bleu? Parce que maintenant le R3 il a ce mode. Hop. Ah oui, non, parce que je crois que Bulb est pas activé à la base, ou je sais plus quoi. Je crois que c'est. Enfin, je sais plus. Il y en a un qui est pas activé au début. Et donc c'est pour ça que c'est bleu. En fait, tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui a été modifié. Limiter les modes de mesure, donc j'ai pas limité cette fois. Mesure en exposition manuelle. Donc voilà, mesure évaluative, mesure de spécifier. Donc c'est la mesure que j'ai demandé. Sinon, en fait, c'est un bazar. Hein, si vous commencez à faire ça, c'est en gros, vous pouvez avoir votre mode de mesure lorsque vous êtes en autofocus, donc celui qui est spécifié. Et vous pouvez dire que non, lorsque je suis en manuel, ça va passer en spot. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de ne pas s'en rappeler et de dire que son appareil photo est cassé lorsque on change les réglages. Pour moi, c'est ça, c'est le seul résultat que vous aurez si vous mettez, allez, bon, là cette fois l'exposition c'est ça, je parle de la mesure, et puis ça c'est à ce moment-là c'est ça. Vous allez vous faire un petit papier avec, voilà, à ce moment-là j'ai réglé ça, mes cheveux sont horribles. Là. Alors à ce moment-là j'ai réglé ça et ça ici. C'est bien hein, d'avoir des réglages, mais c'est un peu tiré par les cheveux ici. Hop, obturation mécanique. Et voilà, premier rideau. Si on peut les limiter, voilà. Ce que j'ai dire. Hop. Régler la plage d'ouverture. Alors si vous me voyez des fois avoir l'impression que je ne comprends pas ce que je fais, c'est parce que lorsque j'arrive au dernier onglet, en fait, il y a tout ce qui, comment dire, fait la construction de mon enregistreur externe qui arrive sur ce que je suis censé voir. Donc je ne le vois pas. Donc je le devine. Voilà. Donc la ouverture max F1 et ouverture minimale F91. Donc vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait? Alors, moi, j'ai jamais vu d'objectif qui ouvre F91. Mais par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que, comment dire ça, des ouvertures, en fait, le moteur à ouverture a une plage de fonctionnement, donc une plage d'ouverture. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez souvent des optiques 1.8, elles vont jusqu'à F22. Et si vous avez des optiques, par exemple 1.4, elles vont que jusqu'à F16, par exemple. Le moteur a une certaine plage et ne peut pas aller plus loin. Mais du coup, lorsque vous avez des ouvertures glissantes, par exemple F4, 5, 7, 1, à 7, 1, vous pouvez aller très très loin. Donc par exemple, le 24-105 F4, 5, 7, 1 va jusqu'à F45 lorsqu'il est à 105. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir F91. Mais je ne sais pas avec quel objectif. Parce que c'est pas avec les F11, puisqu'ils sont à F11 fixe. C'est peut-être lorsque... Bah alors, de toute façon... Est-ce que c'est lorsqu'on a des convertisseurs? Je ne sais pas. Il croit justement de l'exposition automatique. Ah oui, ça on peut... Alors ça aussi, c'est le meilleur moyen de faire des trucs assez bizarres. Voilà. On peut dire, je veux que ce soit plus comme ça. Moi, je ne touche jamais à ça. Je préfère me retoucher mes RAW plutôt que de faire en sorte que ce soit n'importe quoi dans mon appareil photo. Donc voilà, si on appuie sur Info, 4 sur X, fréquente, avec l'exposition automatique, envisager un réglage. Donc en gros, c'est si l'exposition de l'appareil photo ne vous va pas, vous pouvez ajuster
l'exposition. Ça se trouve, je pourrais essayer de faire ça, parce que des fois, je trouve qu'il est trop exposé dans le son. Mais c'est pas forcément le problème de l'exposition, c'est la mesure en général qui est un peu, moins large que sur les autres. Parce que chez Canon, on aura toujours ce qu'on appellerait le matriciel chez Nikon. Mais allez savoir pourquoi le collimateur reste vraiment à 50% important dans la mesure de la lumière, alors que par exemple chez Sony ou même Fujifilm, c'est genre 10% de l'exposition. C'est légèrement plus clair lorsque vous prenez le ciel, lorsque vous utilisez votre collimateur, mais ça prend quand même en compte toute la scène, ce qui est forcément le cas chez Canon. Donc moi j'irai pas changer ça dans tous les cas. Hop, donc on a l'exposition flash, limiter le nombre de vues, on peut dire, c'est pas mal ça. On va dire, non, arrête-toi à 30. C'est un peu gimmick, mais ça a l'intérêt d'être là. Limiter les modes d'acquisition. Voilà, donc là on a toutes les rafales disponibles et on peut se dire, j'ai pas envie d'en avoir certaines, et ben je peux en enlever. C'est un peu comme les modes autofocus, sauf que ce réglage-là est dans les modes autofocus. Enfin, dans le menu F, pardon. Donc, hop, les sensibilités, les sens de rotation. Donc c'est comme ce que je vous ai dit sur les menus autofocus. Donc la bague de mise au point, vous pouvez faire la même chose avec. Vous pouvez faire la même chose avec sur les molettes. Vous pouvez les changer de sens. Si par exemple vous venez de chez Nikon et vous avez du mal à à avoir de nouveaux réflexes de canoniste. Donc là, c'est ce qui va être intéressant puisqu'on va arriver au réglage des touches. Tac. Et en plus, je viens de dire que voilà, c'était le réglage de personnalisation en photo, mais en fait c'est aussi en vidéo puisque tout est réglable au même endroit. Donc voilà. Donc on a d'un côté la photo et d'un côté la vidéo. Là, il y a tout de suite un problème qui vient directement et je suis pas content. Je suis pas content. Par exemple, j'ai mon bouton derrière qui est le bouton d'enregistrement. Donc le bouton avec le switch concentrique. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Pour passer de photo à vidéo. Et lorsque vous arrivez ici, on ne peut pas le changer en vidéo. Donc ça veut dire que j'ai deux boutons d'enregistrement en vidéo. Parce que moi j'aime bien le faire à la Sony. Oui, c'est ça. Ou la Fujifilm, parce que je peux régler ce que je veux dessus. Ou par exemple, c'est comme mon bouton de ma lampe sur le Canon, donc pour éclairer le viseur, qui me permet d'enregistrer la vidéo en photo. Et du coup, en vidéo, je suis obligé d'avoir deux boutons, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir enlever celui-ci. Et le déclencheur, on ne peut pas régler ce que ça fait, donc ça ne fait absolument rien. J'aurais voulu que ça fasse peut-être l'enregistrement aussi. Donc, comme ça, j'en aurais eu 3 boutons d'enregistrement. Hop, donc là, on a le réglage de la sélection du collimateur et c'est très bien à la fois de pouvoir le régler à la fois en photo et vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose en photo et en vidéo. C'est pas comme chez Fuji où on a un réglage autofocus vidéo, un réglage autofocus photo. Par exemple, j'ai deux boutons différents, puisque je peux pas régler photo et vidéo, qui font des choses différentes et qui sont pas accessibles à la fois pour l'autofocus vidéo en photo et l'autofocus photo en vidéo. Voilà. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que j'ai fait avec. Donc libre à vous de voir si c'est intéressant. Donc le MFN2, ce que j'ai fait avec, c'est mettre le eye control avec l'autofocus. Donc en fait, ça active tout le temps le réticule de l'eye control et dès que j'appuie sur le bouton avant, donc c'est mon bouton iPhone en eye control. Voilà, tout simplement. Et donc de l'autre côté, je l'ai mis pour activer le suivi sur l'œil. Là voilà, enregistrement vidéo, mais du coup je l'ai quand même sur un autre bouton. Le mode reste le mode. Voilà, puisque comme ça, en gros le mode, c'est ce qui vous sert à choisir les réglages PSAM, puisque ça utilise la molette arrière pour régler le PSAM. Ce que je trouve assez intéressant, puisque ça, ça fait de la place, il n'y a pas une molette au-dessus où vous pouvez toucher et changer de mode sans le vouloir.
Et comme il y a le switch, c'est vraiment, voilà, très très bien. L'iPhone sert à faire l'autofocus en photo. Voilà, donc du coup, vous pouvez vous dire, tu pourrais utiliser que l'eye control. Oui, mais quand ça marche pas, je peux continuer à faire l'iPhone de manière normale en utilisant le, comment dire ça, le Smart Controller, c'est comme ça que ça s'appelle, donc le bouton infrarouge qui me permet de comment dire, bouger le collimateur sans passer par le joystick et faire l'autofocus en même temps, ce qui est vraiment pas mal au final. Et donc ça sert aussi parce que eh ben, lorsque vous êtes en train de regarder l'écran arrière, eh ben, vous pouvez essayer de faire marcher l'eye control, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Et sur l'iPhone, voilà, c'est ce qui me sert en vidéo, et c'est pour ça que il faudrait que je trouve un jour peut-être un bouton pour faire l'autofocus en AFS, en vidéo. Là, ça me sert, et c'est intéressant d'avoir ce bouton-là, parce que par exemple, lorsqu'on est en extérieur, on ne voit pas ce qui se passe sur son écran. D'un coup, je peux appuyer, et en fait, ça met la luminosité au maximum. Mais si je veux regarder mes vidéos après, je peux appuyer dessus, et ça le repassera un éclairage beaucoup plus normal. Voilà, tout simplement. Puisqu'il n'y a pas de réglage automatique sur l'écran arrière. Je crois qu'ils ont abandonné l'idée parce que ça devait pas être terrible, puisque je crois que ça le faisait avant. Il y avait un petit capteur qui permettait de voir ça, mais c'est plus le cas maintenant. Donc voilà, l'iPhone, donc le joystick sert toujours à sélectionner, enfin le joystick, le stick infrarouge, le Smart Controller permet, donc c'est ça que, comme ça qu'ils appellent iPhone plus flèche, Smart Controller. Et ben ça permet de bouger la zone, et comme je l'ai déjà dit, c'est intéressant en vidéo parce que vous pouvez juste toucher avec votre pouce sans faire bouger la caméra, ce qui est possible avec le joystick. Donc on a le zoom ici, hop, on a le l'anti-scintillement HF manuel, donc ce qui est intéressant chez Canon, je sais plus si on peut le faire directement. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est dans le menu du de l'anti-scintillement, eh ben on peut régler les incréments, les grands incréments avec une molette et les petits avec une autre. Donc c'est mieux que chez Sony où il faut le faire, où il faut régler d'abord la vitesse théorique qu'on veut, ce qui n'est pas toujours facile vu que c'est de l'anti-scintillement, hein, et qu'il faut un peu en manuel palper, c'est un peu regarder ses vitesses avant d'arriver exactement au bon endroit. Mais bon, là c'est possible, c'est très très bien. Et donc en vidéo, j'ai mis l'arrêt de l'autofocus. Donc si ça galère un peu, je peux passer en manuel et c'est tranquille. Ou si je sais que ça va galérer, je peux mettre à distance pour faire du vlog et arrêter l'autofocus en appuyant sur le bouton qui est à la base le bouton pour sélectionner les zones de mise au point. Hop. Donc le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ, je m'en sers pas parce que tout simplement, moi j'ai réglé sur le Canon EOS R3 le fait d'avoir la prévisualisation directement dans le viseur. Donc en gros, je vois la profondeur de champ, je vois le vignettage et le non-vignettage lorsque c'est fermé. Et donc j'ai pas besoin du bouton de prévisualisation de la profondeur de champ. Ce que j'ai mis, c'est du coup le c'est le démarrer, arrêter le suivi quand le suivi est activé via une touche. Donc via cette touche là. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous le désactivez pas dans le menu, dans ce menu-ci, donc si je mets on là, eh ben ça ne servira à rien d'avoir un bouton pour le faire, puisque c'est pas exactement la même façon de faire le suivi. C'est le même résultat, sauf que lui est activé tout le temps, donc chaque zone va se transformer en un suivi, alors que l'autre, il faudra l'appuyer pour engager le suivi la prochaine fois qu'on fera l'autofocus. Et ça s'arrêtera de manière assez étrange, parce que des fois c'est un certain moment, et des fois ça dure 3 secondes et c'est fini. Voilà. Ça vous donne beaucoup, très envie de l'utiliser, j'imagine. Et voilà. Donc je ne sais pas si à terme je garderai ce bouton au final, mais voilà, ça vous fait dire ce que j'ai fait. Et j'aurais peut-être dû juste vous montrer au final, voilà, mon set, c'est celui-là qui sert à faire les zébras. Je cherchais ça tout à l'heure. Donc set menu, voilà, et là c'est encore la même chose pour faire la sélection de la mise au point.
Et ça sert à quoi du coup? Contrôle intelligent, c'est un collimateur autofocus. Et ça... Ah oui, c'est le joystick, pardon. Excusez-moi. Donc ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer, on va prendre un bouton où ce sera très très simple. On va prendre hop, ça. Et je vais vous montrer toutes les options qu'il y aura. Hop, donc vous pouvez voir rapidement, hein, si vous voulez savoir ce que vous pouvez personnaliser avant d'acheter l'appareil photo, il y aura tout ça. Donc la lecture d'image, l'agrandi pendant la lecture. On peut juste avoir une touche. Alors ça c'est très gimmick parce que je me dis c'est intéressant, sauf que le problème que ça pose, c'est que pourquoi ce serait intéressant, c'est si c'était juste pendant la lecture. Enfin, là c'est marqué pendant la lecture, mais on peut pas régler le bouton pour faire autre chose. Donc ça veut dire que là, c'est pendant la lecture, le zoom. C'est stupide parce que en fait, du coup, quand je serai pas pendant la lecture, eh ben, ça me fera rien. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, il y a la loupe à côté, donc ça fait la loupe à la fois en lecture et à la fois en oral. Si je fais ça et que je vais, hop, ici, on va se remettre, on est en photo. C'est marrant. Ouais, si vous voulez. Donc en fait, en gros, je veux voir la photo zoomée. Et donc voilà, ça fait la photo zoomée. C'est le seul intérêt que ça. Moi, je pensais que ça ferait absolument rien, mais ça fait ça. Donc, où est l'intérêt? Je pense que certains d'entre vous le verront, hein, mais moi, je préfère mieux avoir ça. Et encore, on n'est que dans le menu lecture, ça fait ça, sauf qu'il n'y a pas de personnalisation de touches particulière lorsque l'on est dans le menu de lecture. Il y a certaines choses comme, comment dire ça, le fait de protéger des photos, tout ça, mais il n'y a pas cette possibilité de régler spécifiquement des touches juste en mode lecture, sinon elle serait à côté de la vidéo. Parce que c'est le cas chez Sony, me semble-t-il. Je dis me semble-t-il, mais c'est le cas. Hop. Donc voilà, on a mémoriser, rappeler fonction de prise de vue chez le menu. Donc voilà, c'est intéressant. Ce serait encore plus intéressant si de la même manière on pouvait reprogrammer le menu, mais c'est pas le cas. Par exemple, moi j'ai toujours des problèmes encore aujourd'hui avec les boutons comme le play, la loupe et la poubelle qui sont en bas. Vous pouvez dire, vous pouvez les reprogrammer ailleurs, oui, mais je peux pas reprogrammer ça. D'ailleurs, Fuji fait la mise au point, mais pas sur mes yeux parce que je l'ai rallumé. Bon bref, on fera avec. Donc si je fais ça, il va faire la mise au point là. C'est pour ça que ça le perturbe depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Mais du coup, en fait, tous les boutons de base, en fait, ça veut dire que, encore une fois, comme le bouton de vidéo, vous avez 2 fois le bouton menu. Voilà, donc voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que je pense qu'on peut régler menu sur pas mal de boutons. Il y a des appareils photo qui ne vous autorisent pas à faire ça. Ils sont entièrement personnalisables et ça qui est bien, c'est que vous avez... ça peut être... Après, peut-être que quelqu'un veut avoir 2 boutons de menu, on sait jamais. Mais voilà. Donc là, on a la sélection de la taille d'image, au JPEG. Voilà. Qualité image en une touche. Tenue. Ça c'est marrant ça. Recadrage. Est-ce que notre recadrage d'assez, ok d'accord. Mode d'acquisition. Voilà, donc rafale tout ça. Même si on l'a normalement ici avec Drive AF, qui est un bouton qui n'est pas personnalisable. Donc, mais je vous l'avais déjà vu, normalement, si vous avez vu mon premier tuto sur le Canon EOS R3, sinon allez le voir. Hop, correction auto de la luminosité. Hop, j'aime bien lire, comme ça vous voyez en même temps et vous le lisez. Vous dites, mais. Donc, l'anti-scintillement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le blanc c'est blanc. Hop. Donc, je vais juste continuer. Donc, déclenchement, ouais. Donc on peut mettre plein de choses, beaucoup plus de choses qu'avant. Hop. C'est juste pour vous montrer ce qu'il y a. Donc là on revient au début, mais j'étais pas au début tout à l'heure. Hop. Activation de la mesure et AF. Arrêtez là. Alors ça, je ne comprends pas ce truc. Aujourd'hui, ce qui est intéressant,
à part mode particulier comme le eye control, pardon, même le eye control, c'est un iPhone, c'est utiliser un bouton pour faire l'autofocus et c'est tout. Pourquoi aller s'encombrer d'avoir un bouton pour faire l'autofocus continu, après se dire mais non mais je vais arrêter l'autofocus avec un autre bouton. Et si vous essayez de me convaincre, ça ne marchera pas parce que je vais vous expliquer un truc, juste tout de suite, hein, rapidement. Lorsque vous appuyez sur un bouton pour faire l'autofocus, enlevez votre doigt, ça fait que ça fait comme un life-off, comme un arrêt d'autofocus. Donc il n'y a pas besoin d'avoir deux boutons, un pour l'autofocus, un pour l'arrêter. Parce que mais non, mais c'est parce que je veux laisser mon doigt dessus. Oui, mais ça reste bizarre. Et là, on a les options les plus extrêmes. Donc arrêt de l'autofocus, et là c'est mémorisation de l'exposition, mais avec arrêt de l'autofocus. Là, ouais, les options, hein, c'est pas que, enfin, c'est juste que je trouve ça bizarre. Hein. C'est pas que c'est pas, peut pas être intéressant. Hein. C'est pas mal en soi. C'est étrange. Hop, donc le suivi. Hop, passer à un collimateur F enregistré. Ah oui, ça c'est. Ah. Une shot de cerveau. Ah, c'est pas mal. Encore une fois, ça ne sert à. Enfin, moi, je pense que l'AFS, le one shot ou l'AFS ne servent plus à rien à partir du moment où vous avez un appareil photo qui fait très bien euh, le mince, focus continu, parce qu'en fait je peux pas sur le Fuji mettre le live sur les yeux pendant qu'il enregistre. Hop, donc là on a l'eye control. Alors ça c'est assez marrant. Tous les menus de l'eye control sont pas très intéressants parce que la plupart sont reliés au déclencheur. Donc le seul menu intéressant c'est celui-là. Déplacer collimateur AF, activer l'AF via le contrôle de l'œil. Voilà. Donc ça veut dire que le collimateur se balade quand j'appuie dessus et ça fait la mise au point là où j'ai décidé. Là, déplacer collimateur via AF via le contrôle de l'œil. Sauf que ça marche que si vous utilisez le déclencheur. Sinon ça ne fait rien. Vous verrez juste le truc se déplacer dès que vous faites l'iPhone, enfin le bouton, dès que vous appuyez dessus, ça fait rien. C'est bien. Et ça, ça affiche juste le réticule de l'eye control. Donc encore une fois, c'est attaché au déclencheur. Parce que après, vous donnez la fonction au déclencheur de faire l'autofocus quand l'eye control est activé. Ce qui est assez bizarre. Vous ne pouvez pas le donner à une autre touche ou d'une autre façon. Après, c'est pas forcément mal en soi, mais ça reste quand même étrange d'avoir tous ces boutons juste pour dire mais non, c'est que. Et en plus, c'est pas dit que c'est que pour le déclencheur. Il n'y a que celui-là qui fonctionne. En gros, si vous utilisez le bouton pour faire l'autofocus. Là, on a l'autofocus que que sur la détection des yeux. Donc en fait, ça ne fera pas l'autofocus autrement qu'en voyant un œil. Hop, détection de l'œil. Hop, mode de mise au point, picking, guide de mise au point. Donc ça, c'est pour la mise au point manuelle. C'est ce qui permet de voir en fait s'il y a un réticule qui se bascule et comment ça change de sens en fonction de si c'est plus loin ou plus près de la cible. Mémorisation d'exposition, voilà, maintenu, off. Correction d'exposition, tenir la touche et tourner. Alors ça, à quoi ça sert? Ça sert en manuel, sauf que, enfin, pourquoi? C'est ça qui est bizarre, c'est que des fois on a l'impression qu'ils réfléchissent pas au pourquoi du comment. Voilà, c'est juste mes reproches sur le menu. C'est juste pour pas que vous utilisiez des trucs qui ne servent à rien. Vous avez déjà un bouton qui n'est pas programmable, qui fait la mémorisation, enfin qui fait la compensation de l'exposition, qui ne peut être intéressant à utiliser. Et encore une fois, c'est eux qui ont dû faire un truc bizarre, qui n'est qu'intéressant lorsque vous êtes en ISO automatique, en mode manuel du coup. Parce qu'en mode manuel, normalement, il n'y a que la molette des ISO qui n'est pas utilisable. Et donc la compensation d'exposition ne peut pas se faire via une molette de contrôle, en fait, tout simplement. Donc vous appuyez sur le bouton, mais lorsque vous êtes dans tous les modes semi-automatiques, hein, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, hein, notamment certaines personnes qui ont le XH2 et qui disent mais non mais je peux pas faire la compensation d'exposition. La compensation d'exposition est toujours sur la molette d'exposition comment appeler ça, la compensation d'exposition est toujours sur la molette de réglage
comment dire ça, de ce qui est en automatique, dans le mode semi-automatique. Donc par exemple, en priorité ouverture, la vitesse, la molette qui sert à faire la vitesse, et la compensation d'exposition. C'est un peu plus spécial chez Canon, puisque la compensation d'exposition, c'est toujours la roue qui sert aussi à faire le mode, et c'est la vitesse et l'ouverture qui se mettront alternativement devant. Il n'y a qu'en manuel que vous avez le complet, comment dire ça, votre possibilité d'avoir exactement la vitesse, l'ouverture et les ISO à l'endroit que vous avez choisi. Je suis un peu fatigué, hein, ça doit peut-être. Donc là on a la sensibilité ISO, donc si vous voulez la mettre sur un bouton alors qu'on a deux molettes slash roue codeuse, hop, et on a plein de choses comme ça. Je vais pas expliquer tout parce que c'est déjà assez long, hein. Je blablate beaucoup et déjà la vidéo fait 30 minutes, mais ça me permet de faire ce que je pouvais pas faire lors de mon premier réglage. Donc voilà, il y a ce truc que j'adore, donc pouvoir mettre la luminosité plus haute. On peut éteindre l'écran, ce qui peut être intéressant. Hop, le rétroéclairage. Ah oui, c'est le panneau LCD du dessus. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça panneau LCD, parce que c'est un espèce de truc qui ressemble à du cristaux liquide, mais c'est un panneau LCD au final. Un tout petit, très très peu défini, mais voilà. Mode, hop, tiens, attends, silencieux sans son, c'est ça? Ou juste obtenir, ok. Contrôle de la profondeur de champ, donc voilà, prévisualisation. Et voilà, on revient à la loupe, donc vous avez beaucoup d'options, mais beaucoup d'options qui ne servent absolument à rien, ou des options redondantes, parce que comme vous ne pouvez pas personnaliser tout l'appareil photo, ça ne sert à rien d'avoir certains réglages. Donc Canon, si vous voulez que ça marche, il faut donner la possibilité de programmer tous les boutons, ce qui serait intéressant. Et il y a certaines choses qui sont un peu pas très cohérentes. Donc voilà, on va sortir de là. Et ce sera toujours pas fini au final, on a quand même encore fort à faire. Et donc voilà, là ce que je vous expliquais, c'est qu'ici vous personnaliserez vos molettes et c'est que actif lorsque vous êtes en mode manuel. Donc voilà, moi j'ai mis comme tous sonistes ou nikonistes qui se respectent, donc j'ai mis l'ouverture, la vitesse et les ISO derrière, parce que je crois que de base c'est pas programmé comme ça sur les Canon. Après je me trompe peut-être. Et la compensation d'exposition, ça ne me sert absolument jamais. Je trouve que cette bague de réglage ne sert absolument à rien. J'ai jamais trouvé un réglage à mettre dessus qui soit intéressant. Après, hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je trouve qu'il y a assez de touches sur un Canon pour qu'il n'y ait pas besoin de ça. Ou du moins, il n'y a pas assez de fonctions personnalisables pour que ce soit intéressant de régler quelque chose dessus. Parce que, voilà, ce qu'on a comme réglage, que des choses qui peuvent être mises sur les autres. Et après, c'est que des choses comme régler la balance des blancs ou autre chose dans le genre. Donc, vitesse, ouverture, ISO, compensation d'exposition au flash, zone AF. Et le seul truc qui est un peu intéressant, c'est que vous pouvez faire en sorte que ça ne change pas intempestivement les réglages à chaque fois que vous êtes dessus, mais ça les change lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Donc là on a les styles, pas vraiment la chose que je verrais sur une molette une roue pour être changé rapidement, oui. Balance des blancs. Voilà, il y a soit vous changez de balance de blanc, soit vous changez les Kelvin. Donc les Kelvin, ça veut dire que ça ne peut pas être actif lorsque vous êtes en balance de blanc automatique. Ce qui semble logique, mais aussi dans d'autres types de balance de blanc, comme balance de blanc personnalisée, tous les autres types de balance de blanc que balance de blanc manuelle. Voilà. Donc on l'a là sans toucher. Et voilà, et c'est tout. Voilà. Donc ça ne sert pas à grand chose et c'est dommage parce qu'il y avait tellement de réglages possibles et imaginables à pouvoir régler là-dessus qu'on ne fera jamais. Voilà, tout simplement. Effacer les réglages personnalisés, sûrement pas. Tac, changement. Ah voilà. Donc on a la personnalisation de la touche qui permet de passer de photo à vidéo. Et vous pouvez en faire des choses pas intéressantes au final. Donc, changement d'obturateur silencieux ou désactivé.
Voilà. Donc moi je l'ai laissé en changement photo-vidéo puisque bah, c'est son intérêt et c'est très bien. Après, du coup, je sais plus comment on change comment on change après, du coup, comment on passe en vidéo. Ça c'est une bonne question au final. Donc contrôleur intelligent, voilà, on. Désactiver verticalement. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Non. Quoi? Ah oui, je peux le désactiver verticalement. Voilà, ce qui est marrant, c'est que ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ça parce que lorsqu'il est en horizontal, le vertical ne s'active pas tant qu'il est mis en vertical. Commande prise de vue verticale. Oui. Désactiver avec lock. Donc on peut faire le lock parce que il me semble que là-dessus on n'a pas de lock, oui. Alors que sur les grips ou sur les anciens appareils photo, on avait une position lock. Non, je sais pas si chez Canon c'était le cas. Je dis ça alors que c'est du Nikon. Voilà, donc désolé si je me suis un petit peu emballé. Hop. Ajouter des infos de recadrage. Donc voilà, on peut mettre des ratios d'aspect. Des trucs assez étranges d'ailleurs. Hop, 5-7, voilà, tout le blabla. Inertie. Ah, ça c'est intéressant, parce que c'est le seul appareil photo à ma connaissance qui fait ça. Pour mettre de l'inertie. Moi je l'ai laissé en standard, ça va jamais poser de problème, mais on peut faire en sorte que ce soit plus sensible. Tu vois, comme le pistolet, on peut avoir une gâchette plus sensible. Compression audio, donc j'ai mis sur off pour avoir la meilleure qualité possible. Option effacer par défaut. Donc là, ça règle en gros, lorsque vous appuyez sur le bouton effacer, ce qu'il va voir en premier. Donc là, c'est la poubelle. Donc en gros, si vous appuyez sur effacer, il va vous faire est-ce que vous êtes sûr? Soit vous faites poubelle une deuxième fois et ça marche, soit vous faites non ou autre chose. Et bien mettre poubelle, ça veut dire que j'aurais appuyé 2 fois et pas sélectionner, jeter. Voilà. Et sinon, on peut mettre sélectionner effacer zéro. Donc vous pouvez avoir que les JPEG ou JPEG. Voilà. Réglage AV sans objectif. Réglage de l'ouverture sans objectif. Oui. Bien sûr. Déclencher obturateur sans objectif. Donc ça c'est bien lorsque vous avez des optiques manuelles qui sont pas reconnues par l'appareil photo, vous allez le mettre sur oui. Là je n'avais pas forcément spécifiquement prévu de faire ça, donc je vais laisser comme ça, et si ça m'embête, ben, je l'enlèverai bien évidemment. L'objectif se rétracte si extinction. Donc en fait ça, c'est peut-être quand ça montre rien. Et en fait ce que ça veut dire, l'objectif se rétracte si extinction, ça veut dire que la mise au point reste au même endroit lorsque vous éteignez l'appareil photo. En fait, ce que ça fait, c'est que oui, l'objectif se rétracte lorsque vous éteignez, ce qui est intéressant. Mais du coup, vous avez plus votre mise au point qui est bonne lorsque vous le rallumez, l'appareil photo, lorsqu'il se met en veille. Là, il va rester au même endroit, il va se remettre au même endroit, parce que moi, je m'amuse à fermer mes objectifs. Je ne sais pas si je devrais faire ça. Lorsqu'ils sont éteints, je rappuie dessus pour les fermer. Et donc, ils se remettent au même endroit lorsqu'ils se rallument. Donc, ça permet de garder la mise au point. On peut ajouter les infos IPTC. Si vous êtes une des rares personnes qui sait faire des réglages IPTC et mettre des petites écritures dans l'appareil photo, puisque c'est basiquement ce que sert les réglages IPTC, et bien vous pouvez le faire. Et là, on a la réinitialisation, ce qu'on ne va pas faire. Donc voilà, c'était le réglage, enfin ce que vous pouvez régler dans le menu personnalisation du Canon EOS R3. C'est à la fois très complet et pas complet dans le sens où toutes les touches ne sont pas personnalisables, qu'il y a des options qui sont mises qui sont aberrantes, mais vous n'êtes pas obligé de les choisir. C'est ça qui est bien, hein, c'est qu'il y a assez d'options intéressantes là-dedans pour que ce soit intéressant, pour que ce soit correct. Et voilà, ça suffira sûrement pour vous. Et donc moi je vais vous laisser là-dessus en espérant que vous allez bien ou toujours bien. Et je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.